Bonjour, je vous demanderai de ne pas partir trop vite à la fin parce que j'ai des choses à vous dire, des choses à vous donner aussi et un livre à vous proposer si ça vous intéresse. Surtout, on parlera de voyage de fin d'année. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve autour d'un monsieur qui a occupé 10 ans de ma vie. Je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait avouable. Il était mort en 49, donc c'était purement spirituel. Mais ça a quand même duré 10 ans. Ça a été une longue quête. Et il en a résulté un livre, une biographie et puis des rééditions. Donc Frédéric Lefebvre. Alors il est né en 1889 à Izé, donc dans le nord-est de la Mayenne. Et il est mort en 1949 à Paris, à son domicile. Alors j'ai sous-titré mon intervention « Un homme avec la littérature au cœur » parce qu'effectivement c'est quelque chose qui l'a habité toute sa vie. Et il a fait en sorte que ce soit sa vie et d'œuvrer en ce sens-là. Alors il est né à Izé. Alors son nom, ça n'est pas Frédéric Lefebvre, c'est Narcisse Almire Marie Lefebvre. Frédéric, c'est son pseudonyme. Il est né d'un deuxième mariage de son père. Son père était hongreur et rebouteux à Izé. Alors, hongreur, donc, c'est lui qui châtrait les animaux, et rebouteux, alors en Mayenne, on disait maréchal expert. Et rebouteux, il soignait les gens qui avaient des maux qui les importunaient. Donc, entre guillemets, il était un peu sorcier. Il, sans doute, tient de lui son profond attachement à la nature. Il a toujours été très attaché à la nature, très attaché à la Mayenne, même si la vie l'a amené à quitter son département très tôt. Mais il pensait toujours revenir passer ses vieux jours en Mayenne. Ça ne s'est pas fait. Alors, je vais vous lire le début de son premier roman, Samson, fils de Samson. Alors, il dit que c'est un roman semi-autobiographique. Il dit que dans le village, ils avaient un sobriquet, on les appelait les Samsons. Ah ben pourquoi ? Alors il dit que c'est parce que aussi, comme son père frisait un peu les forces obscures, les enfants étaient baptisés sans sonnerie de cloche. Samson. Alors son roman, il l'a appelé Samson, fils de Samson, Samson S-A-M, S-O-N. Mais sous-titré roman d'une famille de sorciers. Donc il donnait... c'est peut-être aussi commercial, parce que quand ce livre va avoir du succès, et un jour il va voir débarquer chez lui à Paris, à son bureau aux Nouvelles Littéraires, une dame qui va lui dire qu'elle vient se faire soigner. Alors il va lui expliquer que lui, il n'a pas de don de rebouteux. Voilà. Mais elle avait lu le roman. Je suis née à Izé, petit bourg au pied du mont Rochard. Mon père était rebouteux comme son père, comme le père de son père, comme tous ceux de sa famille depuis plus de 800 ans. Nous ne nous sommes pas toujours appelés Samson. Ce fut d'abord un sobriquet, un nom de guerre. Il date de l'épopée chouane et constitue ou authentifie en quelque sorte notre noblesse, comme si toute noblesse n'allait pas s'anémiant, puis mourant, qui ne s'est mérité, reconquis à chaque génération. Donc, il dit ça. Je suis l'enfant d'un troisième mariage, c'est d'un deuxième mariage, de mon père, et en ce qui concerne l'enfant de l'amour, quand je naquis, Samson avait 43 ans, ma mère 18. Donc sa mère, le problème c'est que sa mère meurt très vite de tuberculose, et on confie le petit garçon dans le village de Courcité à un oncle paternel et sa femme. Et en fait, il va être élevé à Courcité. C'est juste à côté d'Izé. Il va chez son oncle Benjamin, qui lui aussi est un conteur, qui aime raconter des histoires. Et ça va donner à Frédéric Lefebvre le goût
de ceux qui savent raconter, comme Henri Pourrat, Jean de La Varande ou Panaïti Strati, dont je vous ai parlé. Panaïti Strati, je vous en ai parlé l'année dernière. Henri Pourrat, c'était il y a quelques années. Alors, il est bon élève, et tellement bon élève. Alors, son père va mourir, donc il va se retrouver orphelin. Quand on est orphelin et sans fortune, on n'a qu'une issue, à l'époque, c'est le séminaire, et devenir prêtre. En plus, ça assure une position à la tante. Parce que si la tante se retrouve veuve, elle pourra toujours aller tenir le ménage de son neveu prêtre. Donc c'est une bonne situation pour tout le monde. Alors, pour préparer l'entrée au petit séminaire, on va le confier au curé de Courcité, qui est un érudit, quelqu'un qui a une bibliothèque extrêmement fournie, et donc il va lui apprendre le latin, le grec, et lui faire découvrir la littérature. Et c'est quelque chose qui va le marquer profondément. Alors, ils ne seront pas toute la journée à faire des études, ils vont aussi aller pêcher les écrevisses. Il y en a encore dans les rivières du nord-est de la Mayenne à ce moment-là. Cet abbé Gélin va être quelqu'un qui va le marquer profondément. Vraiment, c'est quelqu'un avec qui il sera en relation toute sa vie. Et l'abbé Gélin, quand Lefebvre sera devenu le rédacteur en chef des Nouvelles littéraires, ira le voir à Paris. Ils auront toujours des relations. Il entre au petit séminaire de Mayenne, ce qui est l'actuel lycée Sévigné. Il entre là, il va jusqu'au baccalauréat. Alors il analyse son séjour au petit séminaire comme, bon, c'est sûr qu'il y apprend énormément de choses, c'est un lieu de savoir, mais c'est aussi une prison. Parce que c'est un gamin qui, jusque-là, a vécu dans la campagne en toute liberté, qui a gardé les vaches, qui a couru dans les chemins creux. Et là, du jour au lendemain, il faut qu'il soit enfermé avec d'autres garçons. Et vraiment sans liberté. Donc, il en garde un très mauvais souvenir. Il passe le baccalauréat. Il a le baccalauréat. Et là, eh bien, il dit, moi, je ne veux pas être prêtre. Je ne rentre pas au grand séminaire. Je n'ai pas la vocation. Scandale dans la famille. Et donc, il s'en va. Il va s'en aller, gagner sa vie. Il va faire 1000 petits métiers. Il ira comme précepteur dans le Val-de-Loire, dans une famille du Val-de-Loire, où il rencontrera un écrivain qui également est menuisier de son état. Et puis, il ira clerc de notaire, non loin du Havre, puis finira par aller à Paris, où il sera pion dans un lycée, où il rencontrera un original, un poète très original, Vincent Muselli. Et Vincent Muselli est originaire d'Argentan. Et c'est un poète qui est bien oublié aujourd'hui, mais qui a eu son heure de gloire, et c'est un ami de toute une vie pour Frédéric Lefebvre. Vincent Muselli et Frédéric Lefebvre, c'est vraiment de grands amis. Sa fille me le confirmera tout le temps. Elle me dira que ça avait été une amitié à toute épreuve. La guerre arrive, alors il se marie. Il se marie avec une jeune femme qui va mourir assez vite, elle aussi, de tuberculose. C'est malheureusement la maladie qu'on ne savait pas guérir encore à l'époque. Et la guerre arrive, il est mobilisé et il s'en va en 17. Mobilisé en 17, sa classe est mobilisée en 17. Il s'en va sur le front avec plus de livres que de chemises. Il est télégraphiste. Donc, il doit installer les fils de communication sur le front et transmettre tout ce qui peut être transmis d'un front à l'autre, d'une tranchée à l'autre, etc. Bon, il fera une guerre tout à fait honorable, il sera décoré de la Croix de guerre. Malheureusement, il sera brûlé aux jambes par les fameux gaz, l'hypérite et tout ce genre de... Donc, il aura toujours un problème aux jambes, donc il ne pourra jamais exposer ses jambes à l'air libre. Pendant qu'il est au front, dans ses moments de liberté, il va mettre au point
un premier livre qui s'appelle « La jeune poésie française », où il analyse tout ce qui fait à ce moment-là la jeune poésie. Alors bien sûr, il y a Muselli, mais il y a aussi Mac Jacob, Pierre Reverdy. Il y a tout un tas de poètes qui émergent à ce moment-là, dont il fait la recension, il analyse les œuvres. Donc c'est son premier livre qui paraît pendant la guerre. Alors il parle de Mac Jacob, Reverdy, Apollinaire, Muselli, Lacuson, donc toute une gamme de poètes dont certains ont survécu jusqu'à nos jours, dans la mémoire des lettres françaises. Comme tout le monde, il est démobilisé au mois de mai 1919. Il rentre chez lui et il écrit dans de nombreuses... Enfin, il rentre chez lui à Paris, c'est fini la Mayenne. Il écrit dans de nombreux petits journaux, nombreuses petites feuilles qui fleurissent à l'époque. Mais il a dans l'idée de faire un journal, vraiment un journal, entièrement consacré à la littérature, qui serait vendu un hebdomadaire, qui serait sur donc comme format journal, vendu au prix d'un journal. Mais c'est la littérature pour tout le monde, parce qu'effectivement, il existe des revues littéraires, mais qui s'adressent à un certain public, à une élite. Lui, il voudrait faire quelque chose qui s'adresse à tous les amateurs de littérature, quelle que soit leur position dans la société. Que ce ne soit pas un obstacle, le prix, le format. Donc, il a ça qui lui trottine dans la tête. Il fait lui-même ce qu'on appelle des rez-de-chaussée littéraires, c'est-à-dire en fin de la première page des journaux dans lesquels il écrit, il fait un compte-rendu littéraire. Donc, il analyse notamment quelqu'un qui se révèle au théâtre à ce moment-là, c'est Paul Claudel. Il parle de Rimbaud, de Paul Claudel, de Paul Valéry, qu'on va retrouver après dans son œuvre. Et puis, ce doit être quelque chose qui est dans l'air, puisqu'à ce moment-là, Maurice Martin du Gard, fils d'une famille d'avocats de Nancy, Jacques Gaine et le directeur des éditions Larousse cherchent à lancer un hebdomadaire consacré à la littérature. À ce moment-là, Lefebvre arrive en disant « ben voilà, mon projet, il est comme ça ». Et donc en 1919 paraît le premier numéro des Nouvelles littéraires, dont Frédéric Lefebvre va être le rédacteur en chef de 1922 à 1949, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et c'est une révolution dans le paysage littéraire français, parce qu'on n'avait pas été habitué à ça. Un journal vendu en kiosque pour le prix d'un journal, quelques centimes, c'est une révolution, parce que donc il existait, la NRF avait sorti une revue littéraire. La NRF, au départ, c'était une revue littéraire. Puis c'est devenu une maison d'édition. Mais c'était pour un certain public. C'était pas du tout la même chose, c'était sur abonnement, c'était bon. Là, les nouvelles littéraires, c'est véritablement quelque chose de résolument neuf. Majoritairement de la littérature. Mais il y aura aussi une rubrique consacrée aux arts, une autre au cinéma, à la musique. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté, il y a quelques années, Le Masque et la Plume sur les France Inter. Il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Charançol. Eh bien, Georges Charançol, qui était devenu un grand critique de cinéma, est entré à ce moment-là aux Nouvelles littéraires, tout jeune homme, comme critique d'art. Et je l'ai rencontré. Il était très âgé quand je l'ai rencontré, mais ça a été un après-midi extraordinaire. Bon, d'abord, chez lui, c'était une galerie de tableaux. Et le personnage était absolument fascinant. Et donc, il est rentré à ce moment-là. Il y a quelqu'un d'autre qui est rentré à ce moment-là. C'est le père de Paul Moruzzi. Paul Moruzzi, le père du présentateur de la télévision, dont je ne sais plus le prénom. Alors, lui, Yves, voilà, Paul Moruzzi, c'est le père d'Yves. Paul Moruzzi est rentré à ce moment-là aux Nouvelles littéraires aussi, pour faire de la critique théâtrale. Alors lui, c'était une noble famille de Russes blancs qui avait quitté la Russie complètement désargentée, donc il fallait que le jeune homme travaille. Donc il est entré aux Nouvelles littéraires. Quelqu'un qui succédera
à Lefebvre, qui rentrera aussi aux Nouvelles littéraires et qui fera toutes ces années aux Nouvelles littéraires, puis succédera à Lefebvre après sa mort, c'est Monsieur Bourrin, le mari de Jeanne Bourrin, que j'ai rencontré aussi. J'ai rencontré donc Charançol, Maurouzy et Monsieur Bourrin. Malheureusement, quand je l'ai rencontré, Jeanne Bourrin, voilà. Mais elle faisait une maladie d'Alzheimer et elle était hospitalisée dans une maison spéciale. Donc je n'ai rencontré que lui. Mais lui m'a parlé des Nouvelles littéraires. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont allés faire leurs premières armes dans ce journal qui va vivre de 22 aux années 80 de ce siècle. Il s'éteindra vers 1980-81. Mais jusque-là, il paraîtra sous des formats différents. Alors au départ, il paraît sur 4 pages, puis après sur 8 pages, et puis après sur 12 pages. Donc c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Lefebvre est rédacteur en chef, et il va lancer très vite dans ce journal une chronique qui s'appelle « Une heure avec ». Une heure avec, c'est aller rencontrer un écrivain avec un monsieur qui fera un dessin, une caricature ou un dessin, et l'entretenir pendant 1 heure de son livre qui vient de paraître, de son œuvre, etc. Et de faire paraître ça dans les Nouvelles littéraires. Et plus tard, Lefebvre en fera des recueils. Ça, c'est un recueil de 1 heure avec, et j'ai réédité une sélection chez le Siloé il y a quelques années. Donc, c'est 1 heure avec, ça va permettre au grand public, aux lecteurs des Nouvelles littéraires, de connaître un peu plus profondément un auteur. C'est une interview, si vous voulez. On dit entretien, 1 heure avec. Et très vite, la critique va s'emparer de ça et va appeler Lefebvre « 1 heure avec ». Surtout les gens qui lui voulaient pas du bien. Donc, il en fera plus de 400 jusqu'à la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un magnifique panorama de la littérature de l'entre-deux-guerres. Et il ira voir des gens confirmés, mais il ira voir des débutants, Mauriac, Mauroy, Monterland, les 3e. Des gens qui sont au tout début de leur carrière. Bon, il ira voir aussi des auteurs étrangers. Il ira faire des tournées d'interviews et de conférences à l'étranger en Europe, en Italie, au Portugal. Il ira en Angleterre. Il rencontrera Chesterton notamment. Et il fera également des conférences en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc vous voyez l'ampleur que prennent les Nouvelles littéraires et son directeur. C'est un journal parisien, enfin un journal qui est édité à Paris, imprimé à Paris, mais qui est diffusé dans toute la France. Vous pouviez l'acheter chez tous les marchands de journaux, dans les kiosques et sur abonnement. Et les collections les plus complètes se trouvent à l'étranger aujourd'hui. Parce que j'ai écrit à toutes les bibliothèques, les grandes bibliothèques aux alentours, dans un rayon de 200 km autour de Laval. Aucune n'a la collection complète, mais il y a des collections très importantes à la bibliothèque universitaire de Caen. Il y en a une à Mayenne, il y a eu un don, mais pas de la collection complète, mais d'un nombre important de numéros. J'ai été à Nantes et j'ai été donc une bibliothèque universitaire de Caen et Nantes. Et j'ai un ami qui m'a photocopié les manquantes à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Mais il y a des collections complètes, notamment en Hollande. Il y a des collections complètes à l'étranger. Donc voilà, il est lancé et il devient donc le rédacteur en chef. Et alors, il a un avis sur la critique. Pour lui, la critique, c'est quelque chose qui est important. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il veut, c'est la résurrection de la vraie critique française, la critique créatrice, celle qui procède de l'amour et qui s'abreuve aux sources mêmes de l'enthousiasme et de l'admiration. Elle n'aura d'autre préoccupation que de découvrir la beauté, d'autre désir que de la faire connaître pour qu'elle se dépose dans les cœurs et dans les esprits. Ses jugements sont des actes, elle ne tue pas, elle vivifie. Elle n'analyse pas, ne décompose pas ce qui est vivant, mais elle sent, elle comprend. C'est une forme de la poésie. Le critique, selon lui,
aura compris que son œuvre doit être interne et vivante, derrière l'écrivain dénicher l'homme, se voulant déjà le précurseur très humble et très sincère du critique, après lequel soupirait déjà Ernest Hello. Ernest Hello, c'est un homme de lettres du siècle précédent. Voilà ce que c'est que la critique pour lui. Donc, c'est une heure avec, ça permet de découvrir à la fois l'homme et aussi l'œuvre. Et donc, pour aller interviewer quelqu'un, il faut avoir lu ses livres, ce qui n'est pas toujours le cas de la critique. Donc, il fait des tournées de conférences et puis commence à publier régulièrement des essais sur des écrivains comme Paul Valéry en 26, Charles Sylvestre, toujours en 26, Marcel Jousse, Maurice Blondel, Georges Bernanos. Le premier livre qui a été écrit sur Bernanos, c'est Lefebvre qui l'a fait. Comment ? Tout simplement, il collaborait à une revue qui s'appelait Le Roseau d'Or. Et un jour, il est arrivé avec Sous le soleil de Satan sous le bras, et il a dit à la rédaction, écoutez, là, il y a quelque chose d'extrêmement important, il y a un auteur extrêmement important. Donc le Roseau d'Or a fait un article sur Georges Bernanos, et Lefebvre est allé rencontrer Bernanos pour une heure avec, et il a fait ensuite un petit livre sur Georges Bernanos. Et c'est extrêmement important. Donc Bernanos, il va ainsi aller publier un certain nombre de livres sur des écrivains très importants. Alors le père Jousse, c'est particulier. Marcel Jousse, c'est un jésuite. Il est né à Fresnay-sur-Sarthe. Et il s'est intéressé à la psychologie du langage, au langage, comment s'exprimer par geste. Il s'est intéressé aux populations qui s'exprimaient par geste, notamment quand il faut faire face à un ennemi et ne pas faire de bruit. Les Indiens, par exemple, les Indiens des plaines américaines. Et il sera leur instructeur pendant la guerre de 14. Il ira aux États-Unis. Quand les États-Unis seront entrés dans la guerre, il ira dans des camps d'instruction pour militaires pour rencontrer des Indiens. Parce que les Indiens vont être très précieux à l'armée américaine parce qu'ils se déplacent sans bruit. Or, se déplacer dans les tranchées, il vaut mieux éviter de faire du bruit. Et ils voient la nuit. C'est des gens qui sont des chasseurs, ils sont habitués à voir la nuit dans des circonstances difficiles et à ne pas faire de bruit. C'est important dans certaines circonstances. Donc Jousse ira travailler avec les Indiens aux États-Unis. Il va s'intéresser aux méthodes de comment apprendre des textes très longs, très très longs, et s'en souvenir. Et il va s'intéresser notamment aux Juifs qui apprennent en se balançant. Et pour lui, le balancement, les musulmans aussi le font, pour mémoriser le Coran. Les Juifs pour mémoriser le Talmud. Et le balancement favorise la mémoire, la mémorisation des textes. Donc il va s'intéresser à tout ça, il va rencontrer Lefebvre, et ils sont voisins parce que Izé, Fresnay-sur-Sarthe, c'est pas très loin. Ils vont se reconnaître énormément de choses. Jousse est quelqu'un qui est issu d'un milieu extrêmement modeste. C'est un enfant prodige. Il parlait au collège le latin, le grec, l'hébreu. C'était un enfant prodige, mais issu d'un milieu extrêmement pauvre, modeste. Et ils vont sympathiser, vraiment. Et donc, Lefebvre le recevra dans sa résidence secondaire à Taverny, au Hêtre Rouge. Alors, il s'était offert un bout de terrain à Taverny sur lequel il y avait un gigantesque hêtre rouge. Et il y avait fait installer une baraque à Drian. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une baraque à Drian ? Eh bien, ce sont les baraques en bois que l'armée américaine avait amenées avec elle quand elle a débarqué en 17, qui se montaient en un rien de temps, tout était préfabriqué. On construisait ça et on faisait un camp militaire. Donc après la guerre, quand les Américains sont repartis, ils n'ont pas ramené leurs baraques, elles ont été vendues, il en avait acheté une.
Donc il s'était fait comme ça une petite résidence secondaire où il a reçu notamment, alors régulièrement, le père Jousse, Panaïti Strati, l'écrivain roumain dont je vous ai parlé l'année dernière, et tout un tas d'autres personnes qui sont venues séjourner le week-end, passer une journée sous le hêtre rouge de Taverny. Et il publiera un ouvrage de réflexion sur la création littéraire qui s'appellera « Les matinées du hêtre rouge ». Alors, je vais vous lire un petit texte qui est tiré des matinées du hêtre rouge. Je trouve qu'il est peu de sentiments aussi tonifiants, aussi salubres pour l'âme que l'admiration. Je vous présente à tous un bel objet d'admiration. On respire mieux et plus librement quand on admire. L'admiration, cependant, n'est vraiment féconde que pour celui qui l'éprouve, que si elle est éclairée. Ainsi, l'admiration littéraire, pour être bienfaisante, doit s'appuyer sur la culture, qui garde des emballements inconsidérés en fournissant à travers l'histoire des étalons sûrs, sur le bon sens qui est le grand ennemi de tous les snobismes et sur un désintéressement absolu. L'admiration n'est pas un sentiment égoïste, c'est au contraire un sentiment qui se développe et s'enrichit en se partageant et en se communiquant. Mais pour qu'il puisse se communiquer avec des chances d'être bien accueilli du plus grand nombre, il doit fournir ses lettres de créance. Que j'exerce aux nouvelles littéraires depuis 4 ans sans avoir jamais osé employer un ton aussi admiratif est une première garantie pour mes lecteurs. Et on en arrive à Bernanos. Sous le soleil de Satan est une œuvre d'une rare noblesse. C'est l'œuvre d'un croyant, mais qui sera bienfaisante pour tous, croyants ou incroyants. L'art n'a ni patrie ni religion. Alors, à partir de la fin des années 20, 29, 30, se répand l'usage de la radio, de plus en plus. Et donc, il va avoir l'idée de faire des 1 heure avec radiodiffusées sur les antennes de Radio Paris. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est le Radio Paris avant 1940. Hein. Donc, alors, il propose ça à Radio Paris, qui lui dit « Mais enfin, vous n'allez pas faire venir un écrivain devant un micro ?» Mais il dit « Pourquoi pas? Essayons, nous verrons bien. » Et ça a marché tout de suite. Donc, il a été le premier à faire des entretiens radiodiffusés d'écrivains. À l'époque, il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait que la radio. La radio se répandait sur tout le territoire avec des émetteurs petit à petit qui couvraient l'ensemble. Et donc, ça a très bien marché. Et les écrivains ont accepté de venir, bien sûr, parce qu'ils vendaient aussi leurs bouquins. Donc, il continue comme ça de valoriser la littérature de son temps. Et puis, après tous ces essais littéraires, dans les années 30, c'est les grandes années du roman. Et lui se dit, je vais me lancer dans le roman. Et donc, il sort un premier roman qui va s'appeler donc Samson, fils de Samson, qu'il ne cessera de réécrire toute sa vie. Il va le rééditer à intervalles réguliers en ayant fait des modifications plus ou moins importantes dans le texte. Mais il va en écrire d'autres. Le Sol, par exemple, en 31. Alors, Le Sol, ça se passe en Savoie. Et c'est le roman de la désertion. Les fils revenus de la guerre de 14 ne reviennent pas tous travailler la terre. Beaucoup s'en vont dans les villes faire autre chose. Donc, c'est le problème de la transmission des terres quand, mon Dieu, on ne peut plus les cultiver. Voilà. Alors là, il y a un fils qui va revenir, mais l'autre qui ne reviendra pas, donc qui va partir à la ville. Donc le Sol, c'est ça, c'est l'histoire de la terre, du rapport à la terre, à un moment charnière de notre histoire, parce que la mécanisation commence à prendre de l'ampleur, les chevaux, beaucoup sont partis à la guerre, ils ont été mobilisés, les chevaux, il a bien fallu trouver autre chose. Et donc petit à petit, la mécanisation commence à rentrer, on n'en est pas encore, mais ça commence, c'est là que ça se passe. Et donc c'est ce roman.
Ce vagabond, c'est l'histoire d'un homme déçu, un musicien, qui un beau jour décide de quitter la ville. Il s'en va à pied comme ça, il marche devant lui, et ce sont ses pérégrinations à la recherche d'une vie plus salubre, plus saine, plus libre, et ça n'est pas simple, hein. Tentation, c'est un recueil de nouvelles qui publiera en 1937. Il y aura aussi un roman qui se passe dans une station balnéaire du Morbihan. Enfin, il écrit un certain nombre de romans, parallèlement à son activité de rédacteur en chef et de journaliste de critique littéraire. Et il fait connaître un certain nombre d'écrivains étrangers qui arrivent à ce moment-là en France, notamment donc le roumain Panaïtis Strati, qu'il va découvrir à Nice. Il va aussi découvrir un jeune homme qui fait le garçon d'ascenseur pas loin de chez lui. Alors lui, il habite boulevard Caulaincourt à Paris. Je suis allée chez lui, sa fille y habitait encore quand j'ai commencé à travailler sur lui. Et tout près, il y a la station la plus profonde, la station de métro la plus profonde de Paris. Donc il y a un ascenseur. Et il y avait un garçon d'ascenseur, là, dans les années 30, qui lisait. Alors un jour, quand même, Frédéric Lefebvre lit Conversation avec le garçon, et le garçon lui dit « J'écris aussi. »« Ah bon, vous écrivez ?»« Oh, dites donc, montrez-moi ce que vous avez fait. » Et le garçon lui passe un roman qui s'appelle « Hôtel du Nord ». Et c'était Eugène Daby. Et Lefebvre siège dans divers jurys littéraires, et il va faire attribuer le prix du roman populiste. Je vais vous expliquer comment on entendait le terme de populiste à ce moment-là, hein. C'est l'écrivain qui doit travailler pour gagner sa vie et qui écrit en plus, hein, et qui n'est pas un professeur, pas un enseignant, qui est quelqu'un qui travaille. Et donc, il lui fait obtenir le prix pour Hôtel du Nord, dont tout le monde a oublié que c'était un roman, puisqu'on en a fait un film passé à la postérité avec Arletty et Louis Jouvet. Mais c'est d'abord un roman. Et Eugène Daby va rentrer dans une carrière littéraire qui malheureusement va tourner court, puisque lors d'un voyage en Russie, il va mourir. Voilà. Mais il aura écrit quelques livres déjà, et il aurait pu faire une très belle carrière littéraire. Donc Panaïtis Strati, Eugène Daby. Et puis, au fur et à mesure qu'en Allemagne, les affaires se détériorent, il y a un certain nombre d'écrivains qui sont obligés de s'enfuir. Et donc, il va recevoir à Paris un monsieur qui s'appelle Ernst Nolte, à qui il va ouvrir les pages des nouvelles littéraires pour lui fournir de quoi manger. Donc, il va écrire des articles dans les nouvelles littéraires. Et Nolte trouvera refuge, s'en ira ensuite aux États-Unis. Il écrira un livre de souvenirs dans lequel il rend un hommage absolument vibrant à Frédéric Lefebvre, qui l'avait accueilli à une époque où beaucoup de portes se fermaient devant lui. Donc voilà toute cette activité. Et puis, 1940 arrive, et là se pose la question de ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. C'est la débandade totale, et donc Lefebvre ferme les nouvelles littéraires. Tout le personnel, alors les hommes sont mobilisés, 39, 40 c'est la débâcle. Larousse, qui est le commanditaire financier des nouvelles littéraires, parce que derrière il y a évidemment une entreprise, dit à Lefebvre, vous restez à la tête des nouvelles littéraires, je continue de vous verser un salaire, mais le journal ne paraît plus. Donc Lefebvre, comme beaucoup à ce moment-là, s'en va à Vichy. Sur sa chambre d'hôtel, il écrit « Nouvelles littéraires », rédacteur en chef Frédéric Lefebvre. Et là, il se retrouve dans cette gare de triage qui était Vichy, où tout le monde arrivait. Il y en a qui restaient, il y en a qui partaient. Mais pour un jeune étudiant de l'époque que j'ai rencontré, qui est venu me raconter ses souvenirs, et il sortait de sa terminale avec son bac en poche, et tout d'un coup, il s'est trouvé au milieu de la capitale de la France. C'était dans la rue, on croisait des actrices, des acteurs, des écrivains, des chanteurs, enfin tout ce qui comptait était arrivé là.
Alors, tout le monde n'est pas resté là, bien sûr. Mais lui s'est dit, oh là là, ça je vais faire. Il écrivait pour un petit journal local. Hop, il allait faire des interviews à droite, à gauche de ces gens-là, qui n'avaient d'ailleurs rien d'autre à faire que ça. Et un jour, il est allé sonner à la porte de Lefebvre, de sa chambre d'hôtel. Et il m'a raconté ce que ça avait été d'extraordinaire que cet entretien. Alors lui, il lisait les nouvelles littéraires déjà depuis un moment. Et donc il avait tout près de lui, là devant lui, et c'est lui qui interrogeait, Frédéric Lefebvre, l'homme des 1 heure avec. Et ils vont rester en relation. Et quand je lancerai Les Amis de Frédéric Lefebvre, ce monsieur-là, j'étais à ce moment-là au Salon du Livre à Paris, viendra me rencontrer et il me dira, vous savez, je l'ai bien connu, etc. Et donc j'aurai des entretiens avec lui extrêmement riches. Donc les nouvelles littéraires ne reparaîtront pas, parce que pour reparaître, il fallait une acceptation de l'autorité occupante et une allocation de papier. Les Allemands avaient la haute main sur le papier, donc si on voulait reparaître, il fallait écrire ce qui ne leur déplaisait pas. Alors Lefebvre a dit non, moi je réécris pas, je relance pas le journal, je reste comme ça. Quand 1942, la zone libre est occupée, il s'en va. Il s'en va dans le centre de l'Auvergne, dans un petit village près d'Ambert, qui est le berceau d'Henri Pourrat aussi, et où il va y passer les dernières années de la guerre. Et j'ai lu toute la correspondance de Frédérique, sa fille unique, née d'un 2e mariage, avec son père. Et elle était à Paris, elle, et lui était en Auvergne. Alors c'est une correspondance qui tourne beaucoup autour de l'alimentation. Parce qu'évidemment, il n'y avait rien à manger à Paris, donc il envoyait tout ce qu'il pouvait depuis l'Auvergne où il était replié. 1945, la libération, 1944-1945, il rentre aussitôt à Paris, et comme il n'est pas paru pendant la guerre, automatiquement les autorités lui donnent l'autorisation de reparaître et une allocation de papier. Et les nouvelles littéraires reparaissent aussitôt. Et c'est reparti. Alors, Lefebvre est toujours à la tête, mais il ne fera plus d'entretien, d'interview. Il est toujours rédacteur en chef. Il fera des chroniques de bibliophilie. Et il continuera d'écrire, parce que pendant la guerre, il avait continué d'écrire. Il avait fait paraître un petit livre à Avignon, en zone libre à l'époque, Monsieur Maubenoît, philatéliste, que j'ai réédité. Voilà, je vais vous en lire un petit passage. Donc, c'est un roman qui est consacré à l'amour, à la passion pour les timbres, pour la philatélie, et jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller très loin pour avoir le timbre rare. Longtemps, donc, il parle de Monsieur Maubenoît, son héros. Longtemps, il fut amateur de timbres chez Bussienne et Garnier. Puis un jour, de jeunes employés, philatélistes eux-mêmes, ont tenté de le déposséder de sa précieuse prérogative. J'ai su être énergique, a coutume de se répéter avec fierté le père Maubenoît. Monsieur Garnier, qui se soucie des timbres autant que de la poésie, ce qui n'est pas peu dire, a maintenu l'employé Maubenoît. À l'employé Maubenoît le privilège, acquis par ancienneté, de garder enveloppe et timbre du courrier. Ce fut un beau jour. Sans cette bienheureuse décision, la vie de notre homme eût été vidée de tout intérêt, de tout amour, disloquée, lamentablement finie. Il ne se rappelle pas, sans une accélération des battements du cœur, l'inquiétude qui l'agita. Seuls les timbres ont le pouvoir de faire de lui un être capable de vibrer, d'éprouver des émotions. C'est quasi monstrueux, mais rien ne lui importe du bonheur ou du souci des autres hommes. Il n'est sensible, imaginatif, lucide, envieux, amoureux que lorsqu'il s'agit de timbres. Sa vie d'homme déjà avancée lui apparaît comme quelque chose d'irréel et d'un peu flou, une succession d'heures et de jours ternes dont rien ne se détache,
mais comme il se souvient de ses moindres émois de philatéliste. C'est une philatéliste qui vous parle, hein, et qui comprend tout à fait ce qu'il veut dire. Donc voilà, il fait paraître M. Beaubenoît philatéliste. L'adhésion en 1943, alors l'adhésion c'est un gros ouvrage de réflexion né de ses travaux passés, de la guerre, de l'isolement. En 1944, images bibliques. Alors, il relit la Bible pendant la guerre, il va méditer sur certaines images, sur certains personnages, dont Tobie. Voilà ce qu'il dit. Depuis mon départ de Paris en juin 1940, j'avais interrogé la Bible plusieurs fois, sans y découvrir l'aliment que je savais y être et dont j'avais un impérieux besoin. Je n'étais pas revenu au livre sacré depuis mon enfance. Je dis bien mon enfance. À peine lisais-je couramment quand il s'ouvrit à moi et je l'avais quitté avant ma 10e année. Mais pendant ce temps heureux avec Walter Scott et les contes de Perrault, il fut presque ma seule nourriture. Si je me donnais la peine de chercher bien au fond de ma mémoire, sans doute retrouverais-je les couleurs dont je barbouillais avec application les gravures de la vieille édition que j'avais alors entre les mains. Je suis sûr d'avoir colorié en vert le poisson dont Tobie allait brûler le cœur et le foie pour chasser par sa fumée le démon Asmodée de la chambre nuptiale. Quel précieux exemplaire j'ai dû gâcher ainsi, à la grande joie de tante Henriette qui avait charge de veiller sur moi et devait trouver, eût-elle pensé une minute que je l'abîmais, que ce n'était pas payer trop cher les heures de tranquillité que lui valait ma passion d'illustrateur. Et puis donc, il revient à Paris et reprend les nouvelles littéraires. En 1949, il fait paraître son dernier livre qui est Orphée. Orphée, vous savez, c'est cet homme qui savait charmer les animaux par sa lyre et qui perdit sa fiancée piquée par un serpent et qui obtint des dieux la possibilité d'aller la chercher aux enfers, mais à une seule condition, c'est qu'elle ne se retourne pas tant qu'elle ne serait pas arrivée véritablement sur la terre. Et malheureusement, à un moment donné, elle va se retourner et donc elle repartira définitivement aux enfers et Orphée sera tout seul, définitivement. Donc c'est toute une méditation là-dessus. Et voilà ce qu'il écrit. L'amour ménage dans notre vie un refuge de feuillage apaisé, d'eau calme, dont aucun frémissement ne trouble la limpidité. Un refuge que nul n'aperçoit et où, vrai selon les particularités de notre caractère, de notre humeur, nous découvrons sans le savoir notre nom, notre véritable nom. Ce paysage à la gaieté des ruisseaux allègres, la transparence des rivières de montagne, nous y sentons encore frémir notre âme d'innocence. Nous nous reposons d'avoir souffert longtemps, attendu et trop souvent douté. Et mystérieusement allégé pendant cette halte que nous croyons éternelle, le passé ne retient plus que l'espérance qui d'un seul jet dépasse la ligne altière des peupliers. À tout instant, un geste, un regard, une qualité de silence nous atteignent au point vulnérable et nous sommes heureux, ce qui est la meilleure façon d'être bon. Tout est là, simple et nécessaire. Nous ne nous étonnons pas d'être transfigurés. Est-ce qu'on s'étonne du printemps et de la grâce des fleurs? La foi rend naturel le miracle. Une présence délivre en nous la joie. Alors les choses familières nous parlent d'un bonheur qui, les pénétrant, rayonne au travers des formes et des couleurs. Il vit dans le plus modeste objet, anime la quiétude d'une retraite favorable. Est-ce le feu ou la lampe qui libère ses nuances, promesses ou appels? En bulles légères s'arrondissent les joies, sans rapport avec elles, des mots puérils, dénouant aussi notre âme, confirment l'extrême gravité de l'amour que dissimule mal toute cette allégresse. Et puis, le 11 septembre 1949, il meurt d'une crise cardiaque à Paris, donc 60 ans. Donc, il ne viendra pas passer ses vieux jours en Mayenne. Voilà ce que je voulais vous dire de Frédéric Lefebvre. Donc, j'ai eu la joie de rencontrer sa fille pendant de nombreuses années. Elle m'a fait confiance. J'espère que je suis rentrée dans les
les termes qu'elle m'avait imposés pour l'écriture de la biographie de son père. Elle m'a ouvert ses archives, mais surtout ces archives qui avaient été déposées par elle à la Bibliothèque nationale. Donc il a fallu que j'aille travailler, dépouiller ces archives que personne n'avait touchées. Donc j'étais la première à travailler dedans. L'inventaire avait été fait, mais c'est tout. Et donc elle m'a donné l'autorisation d'y aller. Et pendant plusieurs étés, je suis allée, pendant mes congés, travailler à la Nationale, à dépouiller toute une vie. Toute une vie. Une vie d'un homme extrêmement occupé, qui avait rencontré tout ce qui comptait dans la littérature. Et si vous ouvrez une biographie aujourd'hui d'un écrivain d'entre-deux-guerres, dans l'index, il y a un index, vous trouverez le nom de Lefebvre.